Merci beaucoup. Donc effectivement, on a entendu beaucoup parler depuis le début de ce congrès de la décision médicale partagée. Donc on va voir un petit peu comment on peut y être arrivé là et comment on peut essayer de défendre ou pas son utilisation. Donc je n'ai pas particulièrement de conflit d'intérêts, enfin par ceux que je vous ai signalés. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la décision médicale partagée avec le patient? Donc j'ai proposé comme abréviation la DMPP. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une décision médicale partagée entre collègues. Par exemple, on peut très bien... sur un cas clinique donné, particulier, se réunir et avoir une décision collégiale. Donc c'est une autre forme de la décision médicale partagée. Là, on va c'est la décision partagée avec le patient. Donc en fait, quand on reprend ce que la Haute Autorité de Santé a proposé en octobre 2013, c'était qu'il va y avoir une relation entre le patient, éventuellement sa famille, si c'est quelqu'un de mineur, ou si le patient veut que sa famille participe, et le médecin ou les médecins, selon qu'on est plusieurs à être concernés dedans. Il va y avoir un échange bilatéral d'informations, c'est-à-dire que le patient va arriver avec son niveau d'information et de connaissance, et nous, on va lui apporter notre expérience et puis les données qu'il peut y avoir, les recommandations et les données de la science. Et donc, à partir de là, il doit y avoir une discussion, dont on va y revenir un tout petit peu après. On va bien évidemment mettre dans la balance les avantages et les inconvénients des actions proposées éventuelles. Donc, ça veut déjà dire qu'il y a des actions, parce que s'il n'y en avait qu'une, par exemple, il y a des fois la décision médicale partagée avec le patient, la DMPP, ne s'impose pas. Vous imaginez quelqu'un qui a fait une syncope ou deux syncopes, voire un arrêt cardio-respiratoire avec une pathologie cardiaque. Là, je crois que la décision reste quand même limitée sur le plan de l'attitude qu'on va avoir. Et en fait, après, le but, c'est d'opter pour une décision commune. Donc, c'est quelque chose qui, en médecine du sport, est déjà utilisé depuis longtemps pour les troubles musculo-squelettiques, les accidents musculo-squelettiques, pour la reprise du sport après un accident musculo-squelettique. Pour la cardio, ce n'était pas le cas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a ce problème de la décision médicale partagée avec le patient en cadre de la cardiologie du sport? Parce qu'il y a au niveau du cœur un paradoxe dans le sport. On sait que, et on l'a vu plusieurs fois aujourd'hui, vu ses bienfaits, l'activité physique et sportive doit toujours être recommandée, même en cas de pathologie chronique. On a vu que ça avait des effets cardiovasculaires, mais ça ne s'arrête pas à ça. Puis de l'autre côté, on sait que l'activité physique sportive intense peut parfois favoriser la survenue d'un accident cardiovasculaire qui révèle une pathologie. C'est le plus souvent infarctus du myocarde, trouble du rythme, au pire, mort subite. Et dans un travail qu'avait fait Laurent Chevalier avec le Club des cardiologues du sport en 2010, qui a été publié en 2010, en France, on estime ce risque des trois, infarctus du myocarde, trouble du rythme quel qu'il soit et mort subite, à 6,5 pour 100 000 pratiquants par an. Donc on voit que c'est un risque qui est quand même très faible, mais il faut le garder en tête dans la réflexion qu'on peut avoir sur cette DMPP. Et puis, quelque chose qui est intéressant, c'est de regarder ce travail de Corrado qui date de 2003. Alors, vous allez vous dire, François Carré, il n'a pas mis à jour la bibliographie. Si, c'est en fait, à mon avis, le seul travail qui a vraiment été réalisé, et surtout de façon méthodologiquement très rigoureuse. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé le nombre de morts subites liées à des pathologies cardiaques, et dedans, il a regardé combien il y avait de personnes qui faisaient du sport, et puis il a regardé, donc, en gros, l'idée, c'était quelle différence, quel est le risque que j'ai de faire un accident mortel quand j'ai une pathologie cardiovasculaire? Bien sûr, qui n'était a priori pas connu, parce qu'autrement, en Italie, ce n'est pas de sport de compétition quand on a certaines pathologies vraiment à risque. Donc, en gros, vous voyez ici le nombre de décès totaux. En blanc, ce sont les athlètes. Pardon, en bleu, ce sont les athlètes, et en blanc, ce sont les non-athlètes. C'est-à-dire que les gens ont une pathologie, eux font du sport ou faisaient du sport, les autres n'en faisaient pas. Et là, je vois que le risque relatif, c'est 2,5 de mortalité totale. Maintenant, quand je regarde le risque relatif cardiovasculaire, c'est 2,8. Donc, en d'autres termes, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en gros, si je fais du sport avec les pathologies cardiovasculaires à risque, j'ai 3 fois plus de risque de mourir que si j'ai la même pathologie et que je ne fais pas de sport. Alors, on va en tenir compte parce qu'on nous demande souvent d'évaluer le risque de mourir. Donc, cette DMPP, c'est le changement en cardiologie du sport. Et là, je ne vais bien sûr pas rentrer dans les détails de cette diapositive qui est très chargée, mais je vous rappelle qu'en gros, pendant très longtemps, il y avait comme façon d'aborder le problème vis-à-vis des patients la méthode paternaliste, plus ou moins le consentement éclairé, parce que normalement, il y avait un consentement éclairé qui devait toujours être donné au patient sur un traitement qu'on va lui proposer. Et le paternalisme, en fin de compte, la référence, c'est le médecin sait, c'est unidirectionnel, et c'est le médecin qui dit au patient ce qu'il doit faire, en lui ayant donné le minimum d'informations qui était requis par la loi.
Ça, c'est quelque chose qui était très souvent proposé jusqu'aux dernières recommandations de l'ESC. Et la décision médicale partagée avec le patient, elle se retrouve là. Donc là, c'est un consensus, c'est bidirectionnel, il y a des échanges avec les personnes qu'on respecte, et on va leur donner les connaissances et les préférences du médecin, du patient et de la société. Donc en fait, en 2005, c'était simple, c'était paternaliste. 2005, les recommandations américaines et européennes, c'est le modèle paternaliste et restrictif. En fait, c'était une vision très, j'ai rajouté entre parenthèses, trop restrictive et binaire de l'éligibilité. Telle pathologie, on fait du sport ou on n'en fait pas. Peu importe quel est le patient concerné. En gros, c'était ça. Je vous rappelle que 2005, coronarien, peu importe la coronaropathie, peu importe de qui on parle, c'est compétition, le golf, point à la ligne, rien d'autre. Et vous avez vu les nouvelles recommandations qui sont parues, qui sont beaucoup plus permissives. L'idée qu'il y avait derrière, qui était un petit peu étonnée, c'est en premier ne pas nuire, donc de toute façon on leur interdit le sport, donc comme ça on ne nuira pas. Sauf qu'en fin de compte, on s'est quand même rendu compte qu'on n'a jamais montré que de fait de ne pas faire de sport va diminuer le nombre de morts. Parce que la personne va peut-être continuer à en faire sans qu'on lui donne l'autorisation, et puis qu'on n'a jamais montré que la personne, on a vu le cas hier d'une personne qui est décédée pendant le sommeil, et c'était un sportif, et pourtant il est quand même décédé alors qu'il ne faisait pas de sport. Donc c'était très arbitraire. En 2015-2020, on a les nouvelles recommandations américaines puis de l'ESC qui proposent la DMPP, où là, il y a des nouvelles données scientifiques, et surtout ce qui s'est passé, c'est qu'on a introduit les recommandations de type 2A et 2B. Et 2A et 2B égale décision médicale partagée avec le patient. Puisqu'il est raisonnable où vous pouvez autoriser le sport, c'est plus du tout, vous devez interdire. Donc, automatiquement, il a fallu qu'on change notre attitude. Alors, je passe sur ces nouvelles recommandations, et surtout, il faut quand même revoir un petit peu les choses qui peut-être sont passées inaperçues. Des données essentielles sur les morts subites liées au sport. Alors, la première, c'est un très très joli travail fait par Fino Chiaro, qui est de l'équipe de Sanjay Sharma en Angleterre, et qui a repris, bon, c'est une étude rétrospective, d'accord, mais 357 athlètes qui sont décédés, ils avaient 29 ans d'âge moyen, essentiellement des hommes, 92%, essentiellement des caucasiens. Déjà, premier point, mort subite de ces athlètes, 69% pendant l'exercice et 39% au repos. Donc déjà, ça m'interroge, parce que ça veut dire que, en fait, ce n'est pas forcément parce que je fais de l'exercice que je vais mourir. J'ai quand même un pourcentage de chance de mourir ou de risque au repos. Et enfin, il y avait une autopsie par un cardiologue anatomopathologiste. Mais surtout, et écoutez bien ce que je vous dis, quels sont les facteurs qui sont retrouvés à l'autopsie? La fibrose cardiaque, dont on tient dans pratiquement aucun calcul de score. Le poids du corps, d'accord. La maladie arythmogène du VD, vous l'avez entendu, on n'est pas surpris. L'anomalie de naissance des coronaires, on n'est pas surpris. Et puis là, le SADS, c'est le syndrome arythmogène inconnu, donc ils sont morts d'un trouble du rythme. Mais surtout, la cardiomyopathie hypertrophique n'intervient absolument pas. Le petit p 0,61. Donc, en d'autres termes, si je regarde ça, la cardiomyopathie hypertrophique n'est pas un risque de mourir à l'effort. Alors ça change. Et maintenant, je prends toutes les cardiopathies génétiques. Donc, je ne vous les décris pas, mais elles y sont toutes. Il y a le QT long, il y a la Brugada, maladie arythmogène du VD et tout. Pendant l'exercice, nombre de décès, donc on sait qu'ils ont cette maladie. Nombre de décès pendant l'exercice, 16,4%. Pendant les activités quotidiennes, 32%. Et pendant le sommeil, 20%. Donc, est-ce que c'est vrai que quand on a une pathologie cardiovasculaire éventuellement à risque, c'est l'exercice et le sport qui est responsable de la mort subite? C'est ça qu'on est en train de voir. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir réfléchir. Enfin, deuxième élément aussi important, cardiomyopathie hypertrophique et sport intense. Donc ça, c'est une méta-analyse qui avait concerné quand même à peu près 4600 athlètes, et il y avait un groupe contrôle de non-athlètes. Et donc c'est très simple, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, sur cette méta-analyse, la cardiomyopathie hypertrophique n'est pas la cause principale de mort subite. C'est les Américains qui l'ont fait. Donc ils étaient plutôt pros. En Europe, quand on compare les non-sportifs versus les sportifs, on a 7,7% de décès liés à la cardiomyopathie hypertrophique chez les sportifs contre 5,7% chez les non-sportifs, ce qui n'était pas significatif. Et puis les 24,9, 23,1, c'est les autres causes, les syndromes arythmiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, de causes non connues. Et enfin, pas d'effet évident de l'âge sur le risque accru de cardiomyopathie hypertrophique, mais il n'y avait pas beaucoup de population.
Là-dessus arrive Pelliccia, qui nous a beaucoup aidé, parce que les Italiens n'étaient pas du tout pour favoriser le sport dans les cardiopathie hypertrophique. Il vient et dit, moi, il nous fait un papier, 35 athlètes, tous qui faisaient partie des équipes olympiques, avec une cardiomyopathie hypertrophique entre 1996 et 2016. Ils sont suivis en moyenne 15 ans, et on regarde ceux qui font de la compétition, alors qu'on leur avait interdit d'en faire, mais qui font encore du sport très intense, et ceux qui ont arrêté la compétition. Eh bien, aucune différence de décès entre ceux qui ont continué la compétition et ceux qui ont arrêté. Aucune différence. Donc, c'est à partir de là qu'on s'est posé d'autres questions. Arrivent d'autres études, et là, je vais très vite. Sport intense et cardiomyopathie génétique, vous l'avez entendu ce matin, le sport et la maladie arythmogène du VD intense, que ce soit du loisir ou de la compétition, c'est pas bon, et c'est la même chose pour les laminopathies. Donc, je vous montre tout ça pour vous dire que c'est pour ça que les recommandations européennes ont tellement changé. Ce n'est pas basé sur rien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la cardiomyopathie hypertrophique, CMH sans aucun signe de gravité, tout sport en compétition est possible si demandé et après décision partagée, sauf pour le sport à risque en cas de syncope. Et je reviens à ce que je vous ai dit, c'est du 2A, ce n'est pas du 1. Donc il faut arrêter de dire qu'on laisse faire du sport à toutes les cardiomyopathies hypertrophiques, on n'a jamais dit ça. On a dit c'est possible au cas par cas avec une décision partagée. Par contre, cardiopathie arythmique et pratique sportive, c'est du 3. Pas de sport intense en compétition ou en loisir, y compris si le patient est génotype positif, phénotype négatif. C'est du 3, donc c'est dangereux pour le patient, il ne doit pas faire de sport. Donc pour bien vous montrer dans la problématique dans laquelle on est. Alors voilà un petit schéma que j'ai essayé de vous résumer, qui est sûrement très lourd, mais toute cette partie-là n'est pas très intéressante, c'est ça qu'il faut retenir. Qu'est-ce que c'est en pratique? Donc il y a le sportif qui a une pathologie cardiovasculaire, éventuellement sa famille, il est de ce côté-là, et là vous avez le médecin. Le médecin fait arrêter tout sport le temps du bilan de la pathologie. Il fait un bilan exhaustif. C'est ce que je vous ai marqué ici. On fait tout. On fait l'IRM s'il faut, on fait les tests adrénergiques, on fait tout avant d'autoriser éventuellement la pratique sportive. On donne un diagnostic précis. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire c'est peut-être ceci, c'est peut-être une CMH, ce n'est peut-être pas une. Il faut qu'on se décide. On stratifie le risque. C'est là que je reviens sur multiplier le risque de monsieur tout le monde par 3, parce que quand on vous dit que le risque de SS score sur une CMH, c'est dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas si je fais du sport intense. Donc, il faudrait le majorer normalement, ce risque. On met en route les traitements. N'oublions jamais que je ne vous ai pas dit que là, les CMH, elles doivent être traitées, s'il faut qu'elles soient traitées. La discussion est franche. Le sportif doit bien comprendre ce qu'on va lui expliquer. Le médecin doit être clair. Je prends un exemple très simple. Il faut parler de mort subite au sportif. Si on commence à lui dire « vous risquez d'avoir des malaises », ou des arythmies, ce n'est pas la même chose que si vous lui dites, vous risquez d'avoir une mort subite. C'est ça la discussion médicale partagée. Il faut que je lui apporte toutes les informations. À partir de là, soit la reprise du sport est possible sans limitation, soit il y a des limitations, soit il y a une restriction sportive, et on a mis que le sportif peut ne pas suivre nos restrictions. Dans tous les cas, il y a des règles de sécurité, un plan d'urgence programmé si besoin, c'est-à-dire qu'il faut vérifier qu'il y a au moins, si c'est un sport collectif, quelqu'un qui sache faire le massage cardiaque dans l'équipe, par exemple. Pas d'exercice seul, informer les partenaires, observance du traitement, signaler les symptômes et respecter leur bilan, et un suivi cardiologique continu. Alors, est-ce que c'est de l'utopie? Interdire, c'est le plus facile, mais est-ce que c'est le plus efficace? Personne n'en sait rien. Il n'y a pas de preuve qu'interdire sauve des vies. Le risque global, on le connaît bien, on sait que telle pathologie a plus de risques de faire de troubles du rythme. Mais devant ce patient, j'en sais rien. Je ne sais pas si lui va être concerné. Dans les QT longs en particulier. Et en plus, la plupart des accidents qui ont été observés, ce sont des gens dont on ne savait pas qu'ils étaient malades. Là, ce sont des gens qui sont malades, qui ont été bilantés, éventuellement traités, et à qui on va peut-être autoriser le sport. Ce n'est pas du tout le même risque que les gens chez qui on ne savait pas qu'ils étaient malades. La vision du sportif, ça c'est l'utopie. J'entends souvent dire on peut vivre sans sport. Pour certains, ce n'est pas vrai. Pour certains, ce n'est pas vrai. On peut le comprendre ou pas le comprendre, mais c'est comme ça. Il n'écoute rien. Ça, c'est aussi une façon de parler. Ça dépend comment on lui explique. Il est trop impliqué pour raisonner de façon objective, donc la décision médicale partagée, ce n'est pas pour les sportifs. Après, il y a le ressenti du médecin, toujours dans l'utopie. Lui, il a peur qu'il arrive quelque chose au patient. Donc, je lui interdis tout. En fin de compte. Il a peur d'être complice ou d'être coupable, de se sentir coupable si jamais il y a un accident. Et là, je ne parle pas de la culpabilité pénale, c'est sur le plan du ressenti. Et surtout, il a souvent une vision médico-légale étroite, c'est-à-dire qu'il part du principe que s'il arrive quelque chose au patient alors qu'il a signé le certificat, c'est lui qui sera responsable.
Mais si je me retourne vers les recommandations qui sont du 2A, du 2B, ce n'est pas vrai, il ne sera pas forcément responsable si le juge tient compte bien sûr des recommandations. Puisque si je donne les explications pourquoi j'ai pris cette décision, ça pose un problème. Enfin, si je reviens quand même sur cette diapositive qui est quand même très intéressante, je vous le rappelle, c'est qu'on se pose la question de faire un certificat médical de non-contre-indication à la vie sédentaire et ou inactive. Ça tue beaucoup plus que le sport. Or, tous les sportifs que vous allez arrêter, ils vont tous devenir sédentaires, en surpoids, avec pour certains du diabète. Nous, on a eu des cas malheureusement comme ça. Donc le pragmatisme, je vais aller très très vite, c'est le respect de l'autonomie de décision par un patient bien informé, c'est les risques d'arrêt total de la pratique sportive, je viens de vous en parler, la diminution du risque d'accident cardiovasculaire. Pourquoi? Parce que le sportif que vous allez laisser continuer, vous allez l'informer, l'éduquer sur les symptômes, lui dire qu'il peut lui arriver quelque chose. Et donc, si le sportif vous écoute, et je pense que quand on leur explique clairement qu'ils peuvent mourir, il nous écoute quand même, eh bien, il va en tenir compte. En plus, le sportif a participé à la décision et il a beaucoup plus confiance dans un médecin qu'il a écouté, qui discute avec lui, que le médecin qui lui dit « de toute façon, vous n'y connaissez rien, moi je vous dis que vous devez arrêter le sport ». Là, ce n'est pas sûr. Et puis, enfin, le sportif à qui je dis ça, il va peut-être continuer quand même à faire du sport de tous les côtés, et moi je suis bien, je lui ai dit de ne pas en faire, il ne m'a pas écouté, il est mort. Peut-être que si je lui avais mieux expliqué et qu'il ait continué le sport, ça ne serait pas arrivé. Enfin, la décision médicale partagée, ça ne veut pas dire une décision prise par le sportif, ni dictée par les risques liés à l'arrêt du sport. C'est-à-dire de l'inverse, ah oui, j'ai trop peur qu'il devienne obèse, donc je ne vais pas lui interdire le sport. Il faut qu'on reste quelque chose de bien net, et en particulier, ça ne veut pas dire que je ne lui donne pas des médicaments. Donc, c'est ce que je vous dis, ça peut aider. Donc, pour conclure, la découverte d'une pathologie cardiovasculaire à risque potentiel d'accident grave et ou d'aggravation par le sport, ça c'est facile, c'est pas de sport. Là, on peut leur expliquer, toutes les études montrent que vous allez avoir une pathologie plus grave, plus de risque de faire une mort subite, une insuffisance cardiaque, un défibrillateur, et il faut vraiment que vous arrêtiez, on a les preuves. Dans les autres pathologies, on n'a pas les preuves. Donc cette attitude de toujours interdire, ça peut potentiellement de sauver des vies, ou une vie, mais on ne pense jamais à toutes les vies qu'on a gâchées quand même. Et moi, quand je prescrivais, je pensais souvent à ce qui allait se passer si jamais je lui avais interdit de faire du sport alors que je m'étais trompé. Aujourd'hui, on peut, avec les nouvelles données scientifiques, aborder la question d'une manière moins paternaliste. Et donc, c'est pour ça que la conclusion de mon propos, ça m'apparaît cette utilisation adaptée de la DMPP comme une attitude pragmatique et justifiée qui permet souvent de proposer une pratique sportive sécure, c'est-à-dire en sécurité, aux patients avec une pathologie cardiovasculaire. Bien sûr, moi, ce que j'attends avec impatience, c'est que l'on me donne, sur le côté légal de la loi, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort, ou est-ce que ce que je dis est débile ou pas débile. Je vous remercie beaucoup.